Et c'est cette nuit-là, la nuit du 1er au 2 novembre 1968, que ce médecin, qui pour garder l'anonymat se fait appeler le Dr X, va vivre une expérience étrange qui va bouleverser sa vie. Le Dr X s'apprête à monter dans sa chambre. Pendant ce temps-là, au premier étage, sa femme couche leur petit bébé. Cette nuit-là était assez particulière parce que il y avait un fort orage sur la région et mon gosse qui ne dormait pas, je l'entendais, il babillait dans sa chambre. Alors je l'ai tranquillisé en lui donnant un biberon d'eau. Le Dr X a été grièvement blessé pendant la guerre d'Algérie. Il en garde des séquelles et certains soirs, la douleur est très vive. Sûrement le mauvais temps. Dr X, c'est quelqu'un qui était pensionné à 90% parce qu'il avait eu, à la guerre d'Algérie, il avait été blessé à la tête. Et donc il avait des traces, il était quasiment hémiplégique, c'est un type qui avait vraiment des problèmes. Vers 4 heures du matin, le claquement brutal d'un volet réveille le fils du Dr X. Mais bizarrement, l'orage ne l'effraie pas. Au contraire, le bébé a plutôt l'air de trouver ça amusant. D'étranges lueurs inondent la pièce, et l'enfant semble les regarder avec émerveillement. Quelques minutes plus tard, le Dr X se réveille à son tour. Très étonné de l'agitation inhabituelle de son fils à une heure pareille, il se précipite. Il s'apprête à raccrocher le volet, quand soudain... En regardant à l'extérieur, j'ai aperçu dans le lointain deux objets brillants, assez particuliers, qui éclairaient le sol, et j'ai eu l'impression qu'il y en avait un qui passait derrière l'autre. Quels sont ces curieux objets que le Dr X a cru apercevoir? Il ne peut s'agir d'avions. Les objets étaient presque stationnaires. Intrigué et un peu effrayé, le médecin se rend sur la terrasse pour en avoir le cœur net. Et là, il découvre un spectacle ahurissant. Devant lui, à une centaine de mètres, se tiennent dans le ciel deux objets brillants qui émettent au-dessous d'eux un spot lumineux, comme un phare éclairant le sol. Les deux objets semblent soudain se fondre l'un dans l'autre, puis basculent, envoyant droit sur le Dr X leur puissant faisceau. Complètement aveuglé par la luminosité des faisceaux, le Dr X tente de se protéger les yeux. Quand il les ouvre à nouveau, les engins s'éloignent à une vitesse vertigineuse. Le Dr X ne sait pas encore que cette rencontre l'a marqué physiquement pour la vie. J'étais assez excité, assez perturbé, et ma femme, sa première réaction, me dit « mais on dirait que ta jambe va beaucoup mieux ». En effet, le Dr X ne cesse de marcher de long en large en racontant son aventure. Il ne boite plus du tout. Sa femme ne comprend pas, et elle est inquiète. Elle ne l'a jamais vu dans un tel état d'énervement. Ce truc-là, je vois que ça faisait comme ça, j'étais sur la terrasse. Il n'a jamais rien vu de pareil, et il en vient à se demander si ces objets n'étaient pas d'origine extraterrestre. En tout cas, le Dr X est certain que ce n'était pas la foudre et qu'il n'a pas rêvé. Épuisé, fiévreux, il finira par s'endormir, mais il va délirer toute la nuit dans son sommeil. Il ignore que ce ne sont là que les premiers symptômes des traces que lui a laissées cette étrange rencontre. Le lendemain, lorsque je me suis réveillé, eh bien, il était 4 heures de l'après-midi. Je suis très étonné de ne pas m'être réveillé plus tôt. Je me sentais très fatigué, comme quelqu'un qui sort d'une anesthésie générale. Et étrangement, le lendemain, le Dr X ne se souvient de rien. Épuisé, il erre dans la maison. Il a tout oublié de sa nuit mouvementée et de son aventure. On ne sait pas dans quel sens le regarder d'ailleurs. Je sais pas, je m'en fous. Ça c'est quoi ça? Elle m'a dit, tu t'es levé, tu as vu enfin un engin ou une soucoupe volante, je sais pas quoi. Et effectivement, moi je n'avais aucun souvenir de ce qui a pu se passer. Tu plaisantes là?
faire. Et je suis fatigué. Je rentre me coucher. Tu m'en veux pas, chérie? J'arrive de suite. Sa femme est de plus en plus inquiète. Le comportement de son mari est tout à fait anormal. Son amnésie est incompréhensible, ainsi que son extrême fatigue alors qu'il n'a rien fait de la journée. Et soudain... J'ai eu la nette impression, mais alors vraiment très nette, de quelque chose ou de quelqu'un peut-être, qui me faisait un croc en jambe. Et je me suis affalé sur le sol, et instantanément, la mémoire m'est revenue. Et depuis tous les ans, un signe étrange apparaît sur son corps. Et donc il m'a proposé, pour me convaincre, il me dit venez donc chez moi, qu'on fasse connaissance. Et puis si vous me croyez, vous viendrez la nuit du 1er au 2 novembre et vous verrez que ça apparaît. C'est ainsi qu'en 1986, Jean-Yves Casga et son équipe se retrouvent chez le Dr X pour y filmer cette chose incroyable. Le Dr X affirme que depuis sa curieuse aventure, un triangle rouge apparaît sur son ventre chaque année. Dr X, nous sommes le 1er novembre, il est 18h15. C'est la 18e fois qu'on attend quelque chose, mais quoi? Effectivement, ce sera peut-être la 18e fois où se produira quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on devrait voir? Un triangle qui commence à se dessiner autour du nombril. 4 heures plus tard, des traces rosées apparaissent progressivement, formant un triangle parfait autour de son nombril. La caméra continue de tourner pendant toute la nuit et l'équipe observe attentivement. Aucune supercherie, aucun trucage, et pourtant, le triangle se remplit. Dans le cas du Dr X, ce qui est très important à mes yeux, indépendamment de la réalité du phénomène qui a déclenché cette apparition de triangles récurrentes tous les ans, il est évident que ça apparaît dans une zone très précise qui est très importante et qui est connue dans toutes les traditions et dans toutes les médecines, que ce soit dans la médecine chinoise, dans la médecine ayurvédique ou médecine hindoue ou encore dans la médecine tibétaine. C'est là où se trouve un centre d'énergie très important qui gouverne un certain nombre de choses, mais dont une des particularités au niveau énergétique est de commander ce fameux corps énergétique. Nous approchons de l'heure à laquelle le Dr X, 18 ans plus tôt, avait vu les 2 objets lumineux. Le triangle atteint son maximum d'intensité. Dr X, 3h55 du matin, alors? Eh bien, effectivement, le triangle est à son rendez-vous, c'est-à-dire qu'il est complètement formé. Qu'est-ce que je ressens? Je ne ressens pratiquement plus rien. Je n'ai plus de fourmillement, je n'ai plus de picotement, à part cette anesthésie de surface. C'est-à-dire que si je touche là, vous ne sentez rien? Voilà. Et là? Là, je sens le contact du doigt. Au retour de ce genre de tournage, on se posait toujours des questions. Où peut être le trucage? Et bon, c'est vrai que là, on ne trouvait aucune réponse, puisqu'on avait essayé de prendre des garanties maximales. Et c'est vrai qu'on pensait qu'on tenait un sujet, un scoop. Donc on était très excités. On regardait avec le cadreur comme des fous parce que on n'y croyait pas vraiment. Et puis vers 23h, 23h10, là c'était clair. Bon, c'était rouge, puis ça arrêtait pas de prendre de l'intensité. Chaque fois qu'on regardait dans l'objectif de la caméra voyait comme nos yeux. Enfin donc à partir de là, l'histoire est allée jusqu'à son terme. Le triangle du Dr X est-il le résultat d'une rencontre avec un ovni ou pourrait-il s'agir d'un phénomène psychosomatique que le Dr X provoquerait inconsciemment, comme certaines inflammations de la peau, urticaire ou zona? Les médecins eux-mêmes n'expliquent pas cette forme géométrique qui défie les lois du corps humain. Au niveau médical, maintenant, quand on regarde ce triangle, il était évident que ça pourrait ressembler à un phénomène de modification de circulation sanguine locale, mais en aucun cas, au niveau du corps humain, la forme géométrique n'existe. Il n'y a aucune raison pour que ça prenne un contour aussi délimité, comme quelque chose de très circonscrit dans une zone précise du corps.
corps, il n'y a aucune raison explicable. Une autre chose invraisemblable, le docteur X était atteint d'une maladie neurologique incurable. Depuis son aventure, il est guéri. Bon, le changement le plus fort, c'est évidemment qu'il n'a plus aucune atteinte neurologique, aucune séquelle de cette blessure à la guerre d'Algérie, c'est le truc le plus fou. Mais dans, entre guillemets, l'anecdotique, il y a le fait que, puisque maintenant évidemment il cavale dans les bois, donc il va lui-même couper son bois par exemple, et quand il se blesse en coupant du bois, il cicatrise 2 fois plus vite que vous et moi, alors qu'avant il cicatrisait pas plus vite. Personne à ce jour n'a pu percer le mystère de cet étrange triangle. Cette année, dans la nuit du 1er au 2 novembre, le triangle est apparu de nouveau. Cela fait 25 ans maintenant que le phénomène se reproduit inexorablement. Alors là, je dois dire, c'est complètement hallucinant. Jean-Yves, c'est vous qui avez tourné. Jean-Yves Casga est rédacteur en chef de la revue de presse écrite Mystère et créateur des dossiers Sans Frontières. C'est vous qui avez tourné ces images. C'est donc revenu, on vient de nous le dire, il y a un peu plus d'un mois, du 1er au 2 novembre. Et ça n'aura jamais... Tous les ans, c'est revenu. Il n'y a pas eu une année où c'est pas venu. Bah, à ma connaissance, oui, ce sont des images qu'on a tournées avec Bob Teno. Oui. Et c'est vrai que ça continue. Le plus étonnant, peut-être... parce qu'on s'habitue quand même, hein. Moi j'ai quand même vu 7 ou 8 fois déjà. Il est blasé du triangle des docteurs. Non, c'est pas ça, non. Le plus fou, c'est au moment où ça apparaît. Ce côté, comme si un scalpel invisible, suivant une règle invisible, reliait 3 points invisibles. Parce qu'au début, il n'y a à peu près rien. D'ailleurs, à l'image, on le voit très très mal. On voit très mal que c'est l'œil, quand vous êtes tout près, qui sent, qui voit qu'il y a un petit trait rouge, comme ça, comme si on dessinait d'abord les contours, qui se remplissent comme ça de l'intérieur. Et puis tous les ans, tous les 365 jours, pile à la même date. C'est pour ça qu'on a fait un journal, hein, c'est pour pouvoir raconter très très en détail cette histoire. Il y a une hypothèse dans le film, docteur Ayoun, Jean-Luc Ayoun est docteur, il est acupuncteur. Il y a une hypothèse dans le film qui est quand même intéressante. Hein. C'est l'hypothèse qui consiste à dire, dans le fond, c'est peut-être le docteur X qui se fabrique ça tout seul, et ça part de sa tête. Hein. Ça peut pas être d'origine psychique? Non, j'ai beaucoup réfléchi à ce triangle, et quand on regarde la localisation du triangle, indépendamment du symbolisme du triangle... On va en parler avec Roger Létang. Il y a deux choses importantes. Deux choses importantes, c'est que le docteur X avait une maladie neurologique qui, d'après les symptômes, d'après ce que j'ai pu lire, était survenue après un traumatisme crânien, avec une parésie au niveau de la jambe droite. Or, ce qui est intéressant, c'est que les 2 points de la base du triangle sont situés sur 2 points d'acupuncture. Bon, je vous passe les noms, peu importe. Mais sachez simplement que dans les textes chinois, quand on regarde la symptomatologie de ces points, on va s'apercevoir que ce sont des points qu'on poncture dans les troubles neurologiques. Et là, c'est quand même assez surprenant. C'est le 26e point du méridien de l'estomac. C'est des points qu'on poncture très facilement dans des... C'est-à-dire que si vous avez un malade qui vient vous voir et qui souffre de la même maladie... les mêmes symptômes, en tout cas, symptômes dont souffrait le docteur X, c'est là où vous mettrez vos aiguilles. C'est entre autres un des points où on mettrait effectivement les aiguilles. Et cette maladie-là qu'avait le docteur X, c'est incurable ou ça se guérit? Ça ne récupère pas, bien évidemment. C'est une atteinte neurologique centrale qui ne donne aucune possibilité de récupération. Il est guéri? Oui, tout à fait. Au niveau de... Je rappelle qu'il était pensionné, reconnu invalide à 90%. Hein. On s'est procuré, il nous l'a confié, sa pension d'invalidité, et elle venait juste d'être augmentée avant l'événement. Elle était passée à 90% en juillet 68, et l'événement commence en novembre 68. Voilà, il y a beaucoup de mystères dans le mystère du docteur X, mais il y en a un quand même qui est saisissant, c'est ce triangle parfait. On l'a vu, les caméras de Jean-Yves l'ont filmé, c'est un triangle absolument parfait. Alors, je voudrais m'adresser à Roger-Luc Marie. Roger-Luc Marie est franc-maçon, et écrivain et spécialiste de toute la symbolique, pas seulement franc-maçonnique d'ailleurs, mais de la tradition avec un grand T. Le triangle, et de surcroît, quand il y a le nombril en plein milieu, c'est-à-dire finalement un œil, ça veut dire quelque chose hein, dans la symbolique franc-maçonne. Ah, cher ami, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, là, parce que c'est la première chose... Vous allez me dire ce que ça veut dire. C'est la première chose qui m'a frappé quand j'ai vu l'image. J'ai vu cette symbolique maçonnique que nous retrouvons dans le temple, dans certaines obédiences, c'est l'œil, n'est-ce pas? C'est l'œil de Dieu, entre guillemets, vocable, faute de mieux nommer. Hein. Il y a autre chose d'important, à mon avis. Cette histoire me fascine, et j'ai tendance à croire que cet homme-là a véritablement eu un contact avec des civilisations d'autre espace. Alors, comment une civilisation pourrait-elle entrer en contact avec nous? Mais bien évidemment par le symbolisme. Pourquoi? Parce que c'est le langage qui commence là où la parole finit.
Et que se passe-t-il? Pour établir ce contact, un triangle apparaît. Alors pourquoi un triangle? Eh bien parce que nous vivons dans un monde ternaire. Nous vivons dans 3 dimensions, c'est-à-dire hauteur, largeur, densité. Ce qui veut dire, mon frère, pardonnez-moi, tu es comme moi, je suis comme toi. Et il y a ce signal. J'avoue qu'on est très séduit par l'hypothèse de Roger-Luc Marie. C'est finalement peut-être le premier vrai message, parce que écrit, et que nous sommes une civilisation d'écriture, écrit sur le ventre d'un terrien, le premier message laissé par une civilisation de l'au-delà. On va vous raconter une autre rencontre du 3e type, qui d'ailleurs n'est pas quelque part sans rappeler l'aventure du Dr X, en ce sens que celui qui en a été le héros, ou plutôt la victime, a lui aussi été marqué dans sa chair. Ça s'est passé au Canada. Et puis une surprise qui intéressera beaucoup le Dr Ayoun, puisqu'on parlait de centre énergétique. Tout à l'heure, on va faire une expérience, on va photographier ce qu'on appelle les auras. Regardez. Stéphane Michalak et sa femme ont émigré de Pologne après la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont installés au Canada, dans la ville de Manitoba, où Stéphane a trouvé du travail dans une usine de ciment. Ils ont vécu ici paisiblement pendant 20 ans. Stéphane avait une passion, l'étude des pierres et des roches, et il passait tous ses week-ends dans les magnifiques forêts canadiennes. J'adore la nature, les oiseaux, les animaux. Et je m'intéresse aussi beaucoup aux roches, à toutes ces choses-là. Chaque week-end, chaque fois que je peux, j'ai l'habitude d'aller à la campagne et j'étudie les pierres. Le 20 mai 1967, Stéphane était en train d'étudier des roches quand soudain son attention fut attirée par des oies qui semblaient se comporter bizarrement quelques mètres au-dessous. Puis brusquement... Quand j'ai regardé l'arbre, j'ai remarqué 2 objets qui avaient la forme de grosses cigarettes avec une bosse au milieu. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a un qui est resté dans le ciel et l'autre est descendu de plus en plus bas. J'ai essayé de voir s'il y avait une inscription de l'armée de l'air ou de la NASA, quelque chose d'autre écrit dessus. Non, il n'y avait rien. J'ai quand même pensé qu'il devait s'agir d'un véhicule expérimental qui venait des États-Unis. Plus tard, Stéphane Michalak a fait des dessins de l'étrange objet qu'il avait vu. Mais il n'a pu dessiner sa surface incroyablement lisse et brillante. Au bout de quelques instants, la porte s'est ouverte lentement. Quand la porte s'est ouverte, j'ai entendu un guéri, un crissement aigu, un peu comme un cri de chat en danger. J'ai pensé que c'était un véhicule américain et j'ai dit, ok les Yankees, on dirait que vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes? Est-ce que je peux vous aider? Mais comme il n'obtenait pas de réponse en anglais, Stéphane a essayé de leur parler en russe. Puis en polonais. Et finalement en allemand. Deutsch? Sprechen Sie Deutsch vielleicht? Kommen Sie heraus, ich werde helfen Ihnen. Bitte, kommen Sie heraus. Ich werde helfen Ihnen. Stéphane dit qu'en s'approchant de la porte, la lumière était si intense qu'il a dû rabaisser la visière de ses lunettes de protection. Et quelques instants après, la porte s'est soudain refermée.
Stéphane, le véhicule a effectué une rotation, le propulsant en arrière et mettant le feu à sa chemise. J'étais en train de brûler. Et alors l'engin s'est élevé à 10 ou 12 mètres et a disparu. À ce moment-là, j'ai décidé qu'il était temps de m'en aller, de déguerpir de là. Il a commencé à ne pas se sentir bien. Il a été pris de vomissements plusieurs fois. Et en même temps, il voyait des taches danser devant ses yeux. Ça pouvait être une réaction aux lumières brillantes qui semblaient sortir des grilles placées sur le côté du véhicule. Quand Stéphane a regardé sa boussole pour retrouver la direction de la route, il a dit que l'aiguille tournait dans tous les sens. Désorienté et gravement brûlé, Stéphane est parti sans savoir où il allait. Il mettra 9 heures à retrouver sa maison. Quand il a raconté ce qui lui était arrivé, son histoire a fait la une des journaux locaux et ses brûlures ont étonné de nombreux médecins. À ce moment-là, le diagnostic, si on peut l'appeler ainsi, était des brûlures. Bien sûr, il y avait des brûlures. La chaleur, ça brûle. Ce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer ni à comprendre, c'est ce qui est apparu sur l'abdomen. Il y avait exactement le même schéma de trou que celui qui était sur le côté de l'engin. Le même dessin, avec les mêmes rangées, en nombre identique, est apparu sous forme de taches rouges, de pastilles rouges. Stéphane sortit de l'hôpital, mais les symptômes s'aggravèrent. La nausée persistait et son corps semblait exhaler une odeur de soufre. Il sentait le soufre et l'ozone, comme un moteur électrique qui crame. Cette odeur ne le quittait pas. Partout où il allait, quand on s'approchait de lui, on sentait cette odeur. Ni les bains, ni les douches n'en venaient à bout. Ça a duré des semaines. Je me souviens qu'il était très souvent alité. Il était fatigué, nauséeux et migraineux. Il ne se sentait pas bien et il perdait du poids. Stéphane Michalak a subi plusieurs tests de radioactivité, mais les résultats étaient toujours négatifs. Personne ne parvenait à déterminer la cause des étranges brûlures de son torse. Les médecins étaient incapables de déterminer de quoi souffrait Michalak. Ils savaient par exemple qu'il souffrait de brûlures graves, son thorax était brûlé et lui faisait mal. Mais ce qu'il avait au niveau de l'estomac était vraiment étrange. Ils ont fini par décider qu'il s'agissait d'une brûlure chimique plutôt que d'une brûlure par irradiation. Et pourtant les symptômes dont souffrait Stéphane pouvaient faire penser que sur les lieux il y avait eu irradiation. Le 30 juin, 6 semaines après l'étrange rencontre, Stéphane retourna sur les lieux avec un ami. Viens vite! Après plusieurs heures, ils trouvèrent un cercle de terre brûlée de 9 mètres de diamètre. C'est ça! Je le savais! Je te l'avais bien dit! Sur cette surface rocheuse, il y avait un anneau, un cercle presque parfait de végétation. Des aiguilles de pin, de la terre, des feuilles, des trucs comme ça. La roche au milieu avait été comme nettoyée, à part cet anneau qui en faisait le tour. Ils remarquèrent aussi que quelques-uns des arbres avaient des branches mortes, comme si quelque chose y était entré, les avait touchés ou les avait frôlés en dégageant une chaleur intense, ou quelque chose qui aurait produit le même effet. Les jours suivants, une équipe d'experts américains et des hommes de l'armée de l'air canadienne se rendirent sur les lieux. Ils prirent des mesures, des échantillons de terre et vérifièrent le niveau de radioactivité. Les niveaux étaient très élevés et le ministère de la Santé a interdit la zone au public. Mais plus tard, on a découvert que les hauts niveaux de radioactivité venaient d'un filon de radium qui traversait toute la région. Monsieur Michalak, voici mon collègue, le docteur Shaw. C'est un radiologue. Depuis quelque temps, les brûlures de Stéphane avaient semblé se résorber. Et puis soudain, elles avaient empiré. On va examiner ces brûlures. D'après Stéphane, les médecins n'avaient jamais rien vu de semblable. On voit qu'il ne s'agit ni d'irradiation ni d'empoisonnement. Après ça, tous les 3 mois, les brûlures sur les jambes et le torse revenaient. C'était visible et ça brûlait énormément. Ça me brûlait et je vomissais.
Je ne gardais rien de ce que je mangeais. Aujourd'hui encore, s'il accepte de les laisser toucher, quand on appuie sur la peau, on sent à l'intérieur des cicatrices qui ont la forme de ces brûlures. Il les appelle ces boutons de chemise. C'est là, on ne peut pas le nier, c'est là. Regarde-moi ces fissures. Le 19 mai 1968, un an après cette étrange rencontre, Stéphane Michalak est retourné sur les lieux avec un ami. Tout près du centre du cercle, à peine décentré, à cet endroit-là, le compteur s'est mis à grésiller beaucoup plus fort. Ça venait d'une fissure de 40 cm de profondeur. Ils y ont prélevé une certaine quantité d'une sorte de minerai fondu ou d'une sorte de métal fondu. Plus tard, on a su ce que c'était, mais à ce moment-là, ce n'était pas définissable. Mais c'était très radioactif. D'après Ed Barker, l'analyse révéla que le matériau était en argent très pur, d'une pureté difficile à obtenir. C'était recouvert d'un enduit noir qui contenait de l'uranium et du radium. Voilà ce que nous avons trouvé. 3 barres identiques, faites dans ce qui semblait à première vue une sorte d'alliage à base d'argent. De toute évidence, c'étaient des objets fabriqués et fortement radioactifs. Mais maintenant, ils ne présentent plus aucun danger. C'est l'un des plus grands mystères, l'un des puzzles les plus étonnants. Les sceptiques ont fait remarquer que c'est à cause de ces objets que cette histoire ne tient pas la route. Pourquoi ces morceaux, des fragments de métal de cette taille et tellement radioactifs, n'auraient-ils pas été trouvés par les experts ? C'est en effet l'un des mystères que l'on n'a pas encore résolu à ce jour. Ed Barker croit que ces fragments en argent ont été placés par quelqu'un pour rendre l'histoire de Michalak plus crédible. Ceci étant dit, je ne crois pas que Michalak les ait mis là, ou qu'il y soit pour quelque chose. Mais je pense tout de même que quelqu'un les y a placés. J'aimerais qu'un jour, on reçoive une lettre d'excuse du gouvernement américain nous disant que les 2 objets volants sont dans un hangar, que c'était des prototypes qu'on essayait à l'époque. J'aimerais les voir, et mon père aussi, j'en suis sûr, ce serait génial. Le pire, ce serait que cette histoire traîne et qu'elle ne soit jamais résolue. Aujourd'hui, Stéphane Michalak a 76 ans. Il vit toujours avec sa femme à Manitoba. Il ne sait toujours pas exactement ce qu'il a vu en 1967. Il dit que les médecins n'ont jamais réussi à expliquer les brûlures et les étranges symptômes dont il a souffert et qui ressemblaient à des radiations. Puisque la science et les officiels n'ont rien pu expliquer, Stéphane admet que peut-être l'objet qu'il a vu venait d'une autre planète. Bien, alors Stéphane Michalak, évidemment, c'est pas le Dr X. Il est quand même marqué sur sa peau. Il n'est pas guéri, il a même plutôt mal. D'un point de vue médical, Jean-Luc Ayoun, ce qu'il a sur le ventre, ce pauvre homme, c'est de la brûlure. Apparemment, ça ne suit aucune topographie précise, si ce n'est qu'on se retrouve encore une fois dans la zone de l'abdomen pour la plupart des brûlures, sauf que là, bon, c'est un peu comme s'il avait été sur un grill de barbecue, comme on disait pendant la projection, et qu'il a aussi des brûlures sur les jambes. Roger-Luc Marie, aucun symbolisme, bien sûr. Non, à part le symbolisme du barbecue. C'est le barbecue, oui, c'est ça. C'est très canadien. Oui. Je vous propose qu'à tour de rôle, nous allions chacun devant l'appareil de Daniel Laurent pour faire photographier nos auras. Le tirage de ces photos d'aura et vous allez maintenant nous expliquer ce que tout cela signifie. Alors la première photo c'est mon aura. Voilà,
Donc, par cette couleur, vous avez une aura de médium. Cette aura de médium qui dit que vous êtes en rapport avec les énergies qui vous entourent, que ces énergies vous guident et vous inspirent. Bien sûr, vous n'êtes pas un médium qui allait dire la bonne aventure, mais vous êtes là pour guider. Donc, vous avez une aura de chef dans le spirituel. C'est ce qu'on dit médium. Bon, maintenant, la photographie de l'aura de Jean-Yves Casgar. Voilà, alors, votre photo, ici, fait ressortir que vous aussi, vous êtes quelqu'un de spirituel. Vous le voyez. Il y a aussi une couleur, ici le vert, qui dit que votre vie est en train de se transformer. Elle est en train de se transformer, c'est déjà commencé, et elle se transforme dans une voie qui est un petit peu difficile, qu'il vous est difficile de manipuler, mais vous arrivez à faire votre changement. On regarde maintenant la photo de l'aura de Roger-Luc Marie. C'est la 3. Voilà. Alors, ici, monsieur me fait une aura, on ne va pas dire de fatigue, mais quand même de vie un petit peu mouvementée, n'est-ce pas? Actuellement, votre vie est mouvementée, vous devez être en train de vous occuper d'affaires d'argent, d'affaires de remaniement, qui impliquent de l'argent, des affaires, comment je pourrais dire ça, des formalités, enfin des choses de formalité d'argent. Madame, je dois vous dire que c'est extraordinaire. Ou vous êtes télépathe, ou ça, alors, ça marche vraiment très bien. C'est ça qui marche très bien, et il faut remercier l'Américain qui a fait cet appareil et qui a été vraiment inspiré. C'est extraordinaire. Ça correspond tout à fait ce que je suis en train de vivre. Jean-Luc Ayoun, alors maintenant. Alors, c'est la 4e photo. Voilà. Ça, c'est une photo d'aura qui signifie dans le spirituel que monsieur peut travailler avec les énergies. Qu'est-ce que j'entends travailler? Oui, mais pas seulement ça, pas les énergies vitales. Il peut aussi travailler par la force de sa pensée. Monsieur peut par exemple visualiser quelque chose et l'obtenir. Il peut aussi prier pour les gens. Quand je dis prier, je ne dis pas dire des prières. Prier voulant dire méditation, envoyer du positif aux gens, demander qu'ils aillent bien. Quelqu'un de malade, par exemple. Et monsieur pourra arriver à transférer son énergie sur la personne malade. C'est ce que vous faites, Jean-Luc Ayoun, déjà? Oui. Oui, j'ai entre autres étudié le Qigong, qui consiste à transférer de l'énergie vitale ou de l'énergie spirituelle sur quelqu'un. Parce qu'il a aussi la couleur, ce jaune magnifique comme ceci, c'est la couleur des gens, des groupes de prière. Des gens qui font des égrégores d'amour pour la terre. J'anime un groupe de prière qui s'appelle Amour et Guérison, effectivement. C'est extraordinaire. Voilà. C'est comme ça. C'est de la voyance? Non, c'est vous, si vous appelez ça de la voyance, c'est les couleurs qui font faire de la voyance. Hein. Bien, merci Daniel Laurent, merci messieurs, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant et nous allons essayer d'éclaircir, si possible, le mystère concernant l'identité véritable de Jack l'Éventreur. Aujourd'hui, voici les piles Philips. Piles Philips, elles n'arrêtent pas de continuer. Pour moi, une belle couleur de cheveux, c'est une couleur éclatante de brillance. J'ai découvert l'extra brillance avec Casting. Casting, la nouvelle coloration ton sur ton de L'Oréal. Casting, la couleur simplicité, avec l'applicolor. Casting, la couleur douceur, sans ammoniac. Casting, la couleur brillance, au reflet extra brillant qui dure vraiment longtemps. Casting, c'est la couleur qui me rend plus belle, et pour longtemps. Casting, la nouvelle coloration brillance ton sur ton de L'Oréal. Quand il faut frotter les taches de gras, ça devient vite un cauchemar. Heureusement, il y a Monsieur Propre. Dilué, son agent dégraissant décroche la saleté plus vite que d'autres. Plus besoin de frotter. C'est un brillant presque magique. Monsieur Propre, un brillant plus fort, avec moins d'efforts. Et ce brillant dans la salle de bain, c'est Monsieur Propre salle de bain. Et en plus, il désinfecte. C'est là, au cœur des Alpes millénaires, que l'eau d'Évian emprunte un chemin connu par elle seule.
Pendant ce long voyage, elle s'équilibre et s'enrichit d'éléments essentiels à la vie. Les minéraux. Evian vous donne les forces que la montagne lui a données. Avec Evian, participez au bingo des marques. Bingo! Chocolat Lindt, quelques grammes de finesse dans un monde de brut. Maman, je pourrais pas danser demain. J'ai le nez bouché. Ma petite danseuse étoile a un rhume. Maman a le médicament qu'il te faut, Vicks Vaporub. C'est vapeur, tu sais. 1. Ma poitrine. Pour décongestionner. 2. Mon dos. Pour aider à calmer ta toux sèche. Et 3. Ma gorge. Pour dégager ton nez. Et maintenant, ma petite danseuse étoile va faire un bon dodo. Vicks Vaporub, quand il est là, on respire mieux. Vicks, quel soulagement. Pour les fêtes, Couleur Havane, le nouvel album de Christian Morin. Dépenser plus qu'il ne faut? Ça ne me ressemble pas. Alors j'ai essayé le Novodash Ultra 2 en 1 avec formule anti-gras. Et j'ai rudement bien fait. Il a les mêmes agents anti-gras que les meilleures lessives. Et en plus, l'adoucissant est dedans. Alors avec le Novodash Ultra 2 en 1, j'y gagne sur toute la ligne. Ça ne se refuse pas. Novodash Ultra 2 en 1, pourquoi payer 2 produits? Dash 2 en 1 a déjà tout. Existe aussi en liquide. Up & Go de peau douce, c'est la seule culotte couche qui a un élastique fit. Ça tient bien et hop, plus de fuite. Up & Go de peau douce avec son élastique fit, ce qui manquait entre la couche et la culotte. Effrayant, violent, éclatant. Astérix sur Super Nintendo, le succès de l'année. Savoureux, moelleux, charnel. Il n'y a rien au-dessus de président. En achetant une Seat Ibiza avant le 31 décembre, vous avez une garantie de 3 ans, un crédit total exceptionnel et pour la reprise de votre voiture, un chèque. Alors, il vous faudrait vraiment une bonne raison pour ne pas venir chez Seat. Partir avec une Seat Ibiza et le chèque du montant de la reprise, c'est du jamais vu chez Seat. C'est sans doute le criminel le plus énigmatique de tous les temps. Il est entré dans la légende il y a un peu plus d'1 siècle, non pas d'ailleurs par le nombre de ses victimes, les tueurs en série américains le dépassent dans ce domaine, ni par l'horreur de ses crimes, bien qu'il ait atteint des sommets à cet égard, mais plutôt par son mystère. Vous l'avez deviné, je veux parler de Jack l'Éventreur, l'assassin des prostituées de Whitechapel à Londres à la fin du siècle dernier. Qui était-il ? De toutes les hypothèses faites sur son identité, la dernière en date est assez intéressante et elle repose surtout sur un journal intime que l'on a retrouvé très récemment en Angleterre. Londres, 1888, capitale mondiale de l'industrie et du commerce. Cette année-là, Londres sera le théâtre d'une série de meurtres épouvantables. L'assassin s'est donné pour nom Jacques l'Éventreur. Aujourd'hui encore, son identité reste un mystère. 9 novembre 1888, Thomas Boyer se rend chez Mary Jane Kelly pour percevoir un loyer en retard. Jacques l'Éventreur a encore frappé. Depuis la fin du mois d'août, l'assassin attaque de nuit les prostituées du sortie de quartier de Whitechapel. I'm down. Journée après les putains, et je n'arrêterai de les éventrer que lorsque je serai bouclé. Ces crimes, tous commis le week-end et dans le même périmètre, sont d'une atroce sauvagerie. Ils marquent d'autant plus la population que le meurtrier inonde les enquêteurs de Scotland Yard de lettres moqueuses et menaçantes que les journaux s'empressent de reproduire.
Vous entendrez bientôt parler de moi et de mes drôles de petits jeux. La police interrogera de nombreux suspects. Un avocat, le chirurgien de la reine, le duc de Clarence, petit-fils de la reine Victoria, un journaliste, sans oublier non plus Michael Ostrog, un criminel notoire. Faute de preuves, aucun ne sera inculpé. Le mystère de Jacques l'Éventreur entre dans la légende. Good luck. Bonne chance. Yours truly. Votre humble serviteur, Jack l'Éventreur. Jacques l'Éventreur, comme tous les serial killers modernes, comme tous les tueurs en série, ce sont des types d'assassins extrêmement difficiles à capturer parce que ce sont des meurtres qui n'ont que des motivations sexuelles, qui sont donc inhérents au fantasme propre des tueurs. Il n'y a souvent aucune rencontre préalable entre le tueur et sa victime, sauf au moment du crime en lui-même. Donc il est très difficile de poursuivre et d'enquêter sur ce type de crime sans motif apparent. Depuis plus d'un siècle, les historiens, les écrivains, les enquêteurs cherchent encore de nouveaux indices. Cependant, l'histoire rebondit souvent là où on ne l'attend pas. Nous sommes en 1991, dans un quartier ouvrier de Liverpool. Tony Devereux est célibataire. I want you to have it. Here, take it. It's for you. Yeah? Try to do something with it. Il n'a qu'un seul ami, Mike Barrett. Tony va lui faire un bien étrange cadeau. Mike est loin de se douter que cette enveloppe va changer sa vie et provoquer l'émoi de tous les criminologues du Royaume-Uni. C'est un registre d'époque victorienne. C'est un journal intime. Avec une bague à mon doigt et un couteau dans ma main, je tuerai toutes les garces et ne verserai pas une larme. Ce Jim les coupe toutes avec son couteau dans son sac. Mike est fasciné. Il va lire toute la nuit. Je place ceci dans un endroit où on le trouvera. Votre humble serviteur, Jack l'Éventreur. Jack the Ripper? It can't be. Je ne pouvais pas y croire. On ne peut pas croire à des choses pareilles. Alors j'ai téléphoné à Tony et j'ai demandé à Tony à quoi il jouait. C'est comme ça qu'on dit ici à Liverpool. C'est une blague ou quoi? La réponse de Tony a été non. Décidément, Mike a du mal à y croire. Il faut que Tony passe aux aveux. Mais son ami est inflexible. Que Mike se débrouille et qu'il essaie d'en tirer quelque chose. Tony ne révélera jamais son secret. Il est mort d'une crise cardiaque quelques mois après. Pour Mike, c'est le début d'un véritable parcours du combattant. Il met tout son temps libre à profit pour écumer bibliothèques et librairies. Et un jour, alors qu'il feuillette un livre consacré à l'affaire Maybrick, une des grandes affaires criminelles de la région de Liverpool, Mike Barrett va faire une découverte capitale. J'étais en train de lire et soudain, je suis tombé sur le nom de la maison de James Maybrick. Elle s'appelait Battle Crease. Alors là, mon cœur s'est mis à battre, parce que dans le journal, il y a aussi Battle Crease. Pour la première fois, j'avais le lien. Battle Crease dans le journal, Battle Crease dans le livre. J'étais très excité, je dois le dire, très excité. Mais je me méfiais encore. Alors j'ai décidé de vérifier tout ça. Plus je lisais sur James Maybrick, plus je lisais sur Florence Maybrick, et plus ça collait. C'est peut-être dans cette maison de Battle Crease, à Liverpool, que se trouve la clé du mystère. James Maybrick est un riche négociant en coton. Il a épousé Florence, une jeune américaine. Mais le ménage bat de l'aile et James soupçonne sa femme d'être infidèle. Toutes les garces paieront pour la douleur avant que j'en ai terminé. Toute l'Angleterre connaîtra le nom que je me suis donné. James Maybrick passe fréquemment ses week-ends à Londres. Il parcourt assidûment les rues de Whitechapel, le quartier des prostituées. Depuis des années, Maybrick se drogue à l'arsenic et à la strychnine.
est hanté par l'image de Florence, sa femme infidèle. Dear God, oh mon Dieu, je ne sais plus où j'en suis. I can't live. Je ne peux pas vivre sans mon médicament. My medicine. Visions of my dear Bunny. Des visions de ma chère Bunny m'accablent. I still love her. Je l'aime encore, mais comme je la hais. Hate her. Leave me alone! Don't come near me! Fine, come on, sorry. If you cross this doorstep, you shall... Je l'ai frappé plusieurs fois. Au diable des garces! En 1889, Florence est emprisonnée à la suite du décès de son époux. Accusée de l'avoir empoisonné, elle est condamnée à être pendue. Elle sera graciée après 15 ans d'emprisonnement. Depuis la mort de Maybrick, les crimes ont cessé. Cette tombe cachera-t-elle la dépouille de Jacques Léventreur? Il est arrivé un moment où j'étais totalement convaincu, absolument convaincu, que j'avais le journal de Jacques Léventreur. Je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire. Avec ma femme, nous en avons parlé, et le 13 avril, j'ai rencontré Shirley Harrison, qui est écrivain et enquêtrice professionnelle. Shirley Harrison et Mike Barrett vont reprendre l'enquête à zéro. C'est au British Museum, la plus grande bibliothèque de Londres, qu'ils vont commencer leurs recherches. J'étais inquiète, parce que je suis journaliste depuis 40 ans et que je savais que mon devoir était de prouver que ce journal était un faux, s'il était faux. Je devais rester objective. Alors, je pensais qu'en allant au British Museum, on répondrait immédiatement à toutes mes questions tout de suite. Bien sûr, j'avais peur, j'étais inquiète aussi parce que naturellement, je voulais que ce soit un vrai tout en sachant que je devais rechercher les erreurs et les problèmes. Dans la salle de lecture de la British Library, ils auront un accès direct à tous les documents nécessaires. Mais avant tout, Shirley Harrison veut examiner le manuscrit. Shirley est une enquêtrice chevronnée. Le sujet la passionne, mais elle est effarée par certains passages du journal. Se pourrait-il que Jacques Léventreur en soit véritablement l'auteur? Je prie pour que quiconque lira ces pages ait le cœur de me pardonner. I try to fight my thoughts. J'essaie de combattre mes pensées. I walk the streets till dawn. Je parcours les rues jusqu'à l'aube. I could not. Je n'ai pas pu frapper. The writing in the diary. L'écriture dans le journal reflète très bien la manière dont les drogues affectent son esprit. Je savais qu'il fallait trouver des experts pour dater l'encre, pour dater le papier, pour déterminer quand l'encre avait été appliquée sur le papier. Il fallait regarder l'écriture et, si possible, retrouver l'écriture de James Maybrick pour les comparer. Parce que à ce moment-là, nous saurions qui avait écrit et nous saurions si Jacques Léventreur était James Maybrick. Le manuscrit va passer entre les mains de toute une série d'experts. C'est ici, au laboratoire de l'université d'Oxford, que l'enquête commence. Un échantillon du journal est prélevé et est étudié à l'aide d'un microscope à protons. J'ai analysé l'encre et le papier. Je n'ai rien trouvé qui puisse prouver que ce n'est pas un journal d'époque victorienne. Cependant, je pense qu'on devrait poursuivre les analyses pour prouver définitivement que c'est bien un journal victorien. Le journal retourne ensuite à Londres. L'écriture est passée au peigne fin par un graphologue qui doit ensuite la comparer à des documents de la main de Maybrick et aux lettres reçues par la police et signées Jacques Léventreur. Nous avons comparé l'écriture du journal avec des exemples connus de l'écriture de Maybrick et bien sûr avec les lettres de Jacques Léventreur qui ont été publiées par la presse. Car dans le journal, il dit les avoir écrites.
Rien ne correspond à rien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, je poursuivais mes recherches historiques et que nous commencions à découvrir qu'il y avait des indices. De petits indices, mais ils étaient là, de l'histoire dans le journal qui n'aurait pas pu être l'œuvre d'un faussaire, car jusqu'à maintenant, on ne les avait pas publiés. Je n'arrête pas de voir des flots de sang jaillir de ces garces. Je prendrai la première venue et lui montrerai ce qu'est vraiment l'enfer. Really like. Un des crimes décrits en détail dans le journal est celui de la prostituée Catherine Eddowes. When are we going now? Don't worry, the company. When are we going? I said, come with me! The whore never screamed. La garce n'a pas poussé un cri. I ripped open. J'ai éventré, mon Dieu. Et j'ai emporté tout ce que je pouvais avec moi. On retrouvera près du corps une boîte métallique vide. Cet objet est mentionné dans le journal de Maybrick. Cherchait-il des allumettes pour mieux observer son macabre ouvrage? Damn it! Bon sang, la boîte métallique était vide. Empty. Une boîte en métal vide, c'est très important. Ça n'a jamais été révélé dans la presse. Personne n'en a parlé jusqu'en 1987 dans un livre publié en Angleterre. Si le journal était un faux, en aucune manière le faussaire, en 1888, aurait pu connaître l'existence de la boîte en métal. À ce sujet, je dirais tout de suite que la découverte de ce boîtier en métal figure dans un article de la presse publié à l'époque et figure également dans les rapports de police de l'époque. Il ne s'agit donc pas pour moi d'une preuve concluante apportée au fait que Maybrick serait Jack l'Éventreur. Don't touch her. Oh my God. L'autre chose intéressante et très importante sur Catherine Eddowes, c'est que dans ses joues étaient taillées deux formes de V qui réunies forment la lettre M. Cette initiale M, comme Maybrick, apparaît encore dans le meurtre suivant, le meurtre de Mary Jane Kelly. I have read about my latest. J'ai lu le récit de ma dernière, la meilleure de toutes. Elle m'a rappelé Bunny, si jeune, pas comme moi. Contrairement aux autres, Mary Jane Kelly, la cinquième et dernière victime de l'Éventreur, n'est âgée que d'une vingtaine d'années. De plus, elle ressemble étrangement à Florence, la femme de James Maybrick. What are you waiting for, sweetheart? What are you doing? Je n'ai rien laissé de son visage. J'ai dépioté tout ce que je pouvais et ri pendant que je le faisais. Récemment, on a découvert dans les archives de Scotland Yard des rapports de police et des rapports de médecins légistes arrivés les premiers sur les lieux qui indiquent de façon irréfutable qu'un des seins mutilés avait été placé sous la tête de la victime et l'autre près de son pied droit. Ce qui est en totale contradiction avec ce qui est indiqué dans le journal de Jack l'Éventreur. Je ne crois pas que dans l'état où étaient les témoins, dans l'état où devait être la police quand ils ont vu ce meurtre, ils aient pu faire un rapport exact sur ce qui s'est passé. Je ne crois pas non plus que l'assassin, James Maybrick, ait pu se rappeler précisément ce qu'il avait fait dans l'état où il était. Attention, please, gentlemen. Attention, please, gentlemen.
Il y a des photos prises à l'époque où l'on peut clairement voir l'initiale M, et juste à côté, avec un microscope, il y a les traces de ce qui reste d'un F, Florence Maybrick. Je place ceci dans un endroit où on le trouvera. Je prie pour que quiconque lira ces pages ait le cœur de me pardonner. Yours, votre humble serviteur, Jack l'Éventreur. La première fois que j'ai vu le journal, j'étais très sceptique. J'ai vécu 18 mois avec et j'en suis venu à croire fermement que ce journal n'est en aucune manière un faux. Et je le crois surtout à cause des preuves qu'il contient. L'atmosphère, les sentiments qui se dégagent du journal, les mots. Parce que les experts, disons-le, ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Je sais que c'est un vrai. Il est probable que la controverse alimentera la chronique pour de nombreuses années à venir. En ce moment même, les experts pour et contre s'emploient à rechercher de nouveaux éléments à verser au dossier. Il existe un nombre infini d'indices tout aussi troublants les uns que les autres, comme par exemple la frappante ressemblance entre un des portraits robots établis à l'époque par les inspecteurs de Scotland Yard et la photo de James Maybrick. Mais malgré toutes les études, malgré toutes les recherches, il n'est pas du tout certain que quiconque soit en mesure de révéler un jour, de manière irréfutable, la véritable identité du légendaire Jack l'Éventreur. Bien, l'enquêtrice Shirley Harrison est avec nous. Stéphane Bourgoin, qui n'est pas tout à fait d'accord, journaliste, auteur, spécialiste des tueurs en série et également de Jack l'Éventreur, et Madame Ligia Négrier-Dormont, qui préside le Centre international de sciences criminelles de Paris. Bon, le point qui vous oppose, Shirley et Stéphane, c'est la disposition des restes macabres de Mary Jane Kelly. Stéphane, vraiment, vous ne croyez pas que Shirley a raison quand elle dit que l'état dans lequel était l'assassin et l'état dans lequel étaient les témoins font qu'ils n'ont peut-être pas une excellente mémoire exactement de ce qui s'est passé, non ? Non, pas du tout, parce que James Maybrick, ou le soi-disant auteur du journal de Jack l'Éventreur, indique très précisément la nature des autres crimes et des autres mutilations. Il ne commet pas d'erreur dans le cas des autres crimes, mais pendant près de 100 ans, à la fois le public, la presse et les policiers ont cru que les restes mutilés, c'est-à-dire les deux seins tranchés par l'assassin, avaient été posés sur la table de nuit, attenant au lit où reposait Mary Jane Kelly. Or, il se trouve que le rapport d'autopsie du médecin légiste et des premiers policiers arrivés sur les lieux, le docteur Thomas Bond, signale de façon très très nette et très précise qu'un des seins se trouvait sous la tête de Mary Jane Kelly et l'autre était posé près du pied droit. Or, ce document très très important avait été égaré au sein des archives de Scotland Yard pendant plus de 100 ans. Or, quand moi j'ai appris l'existence de ce journal de Jack l'Éventreur, je m'étais dit déjà dans ma tête, préalablement à toute publication, que je vérifierais tout de suite le passage de Mary Jane Kelly pour savoir si ce document était authentique ou pas. Et tout de suite, j'ai vu qu'une erreur avait été commise, une erreur irréparable pour moi. Alors vous, Shirley Harrison, vous tenez cette différence pour négligeable. Oui. Eh bien, c'est justement ce que je craignais. Et en ce qui concerne le journal, eh bien, ce document est très très puissant. C'est un des documents les plus puissants qu'on a pu découvrir en ce qui concerne l'histoire de Jack l'Éventreur. Et ce journal a créé beaucoup de discussions. Et en ce qui concerne la presse, je crois que, vous savez que ce soir-là, il faisait nuit, il y avait du sang partout, la situation était assez confuse, et je ne crois pas qu'on puisse dire que ce meurtre a été bien enregistré ou décrit. De toute façon, on ne vous mettra pas d'accord, Shirley et Stéphane, sur cet aspect des choses. Je voudrais me retourner vers vous, Madame Négrier-Dormont, donc en tant que spécialiste. Vous avez lu ce journal, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il me semble assez étonnant qu'un
criminel de type organisé comme Jacques Léventreur ait pu commettre cette erreur. Parce que la typologie dont il fait partie veut que le criminel, après la retombée de l'émotion, après l'acte, reprend très vite ses esprits et se délecte de la vision, de l'image, de ce qui se présente devant ses yeux, de ce qu'il a créé. Quand vous parlez de commettre une erreur, c'est d'écrire le journal? Non, l'erreur de la disposition des restes. Oui. C'est très étonnant. Ça m'étonnerait beaucoup de la part d'un criminel de type organisé. La première erreur. Vous savez qu'il était souvent sous arsenic et sous strychnine, c'était un drogué. Malgré cela, quand un criminel de ce type-là finit sa besogne, son œuvre, il reprend ses esprits et il ne peut pas oublier ce qu'il a laissé derrière lui. C'est impossible. Il me semble impossible. D'ailleurs, une personne si snob que James aurait acheté certainement un cahier pour son journal intime beaucoup plus luxueux qu'un ancien album dont il a enlevé des pages. Ce n'était pas le prototype psychologiquement d'utiliser des restes. C'était un monsieur qui était narcissique, qui avait une haute opinion de soi-même. Il aurait acheté certainement un album, un cahier extrêmement luxueux. Il faut laisser répondre Shirley, elle a mené l'enquête et ce sont des... Qu'est-ce que vous en pensez, Shirley? Moi, je ne suis pas convaincue par cet argument, car je connais des personnes qui tiennent des journaux intimes et ils utilisent en fait des... J'aurais cru qu'ils écriraient dans des beaux livres, mais en fait non, ils utilisent des petits livres, des cahiers anciens. Je trouve que cet argument n'est pas convaincant. Ce qui est intéressant, c'est qu'un psychologue à Londres, Dr. David Forshaw, d'un hôpital de Londres, qui est maintenant à Broadmoor, a trouvé la psychologie même du journal très convaincante. Je ne lui ai pas demandé si c'était Jacques Léventreur ou non, puisque ce n'était pas la question. Mais en ce qui concerne la psychologie même du journal intime, l'a convaincu et il a écrit un rapport de 15 000 mots concernant la psychologie même de ce journal. Moi qui ai rencontré un grand nombre de tueurs en série américains dans des prisons américaines, qui ai collaboré avec le FBI, puisque j'ai interrogé près de 15 tueurs en série, dont certains ont tué jusqu'à une centaine de victimes, je peux vous dire quelque chose de très intéressant sur la personnalité de ces tueurs en série par rapport à James Maybrick. James Maybrick, et je pense que Shirley Harrison ne me démentira pas, a 50 ans au moment des crimes. Or, il se trouve que depuis qu'on étudie des tueurs en série, même depuis l'Antiquité, il n'y a eu aucun cas, je dis bien aucun cas, de tueurs en série sadiques sexuels tels que les crimes de Jacques Léventreur indiquent qu'il l'était, qui ait démarré une série de crimes à l'âge de 50 ans. Tous les tueurs en série sadiques sexuels, sans exception aucune, ont tous commencé leur premier crime autour de l'âge de 20 ans et ont tous commis leur premier crime avant 30 ans. Bon, je voudrais maintenant vous proposer une expérience qui bien sûr ne prétend pas avoir valeur scientifique. Nous allons nous livrer à une expérience avec des voyants, avec Serge Deladet d'une part que vous connaissez et Juliette de la Forêt. Nous allons d'abord, dans une première étape, sous le contrôle d'un huissier de justice, Maître Callot, tester leur aptitude, tester leur don. Et puis dans une deuxième étape, nous allons leur soumettre à chacun, séparément, une photo de James Maybrick dans une enveloppe cachetée et nous allons voir ce que Juliette de la Forêt et ce que Serge Deladet vont nous dire, quelle est leur voyance de ces photos de James Maybrick à l'intérieur d'une enveloppe cachetée. On y va. Bien, je rejoins donc maintenant Maître Callot, huissier de justice, par conséquent assermenté. Bonsoir Maître Callot. Bonjour Monsieur Balou. Asseyez-vous. Nous allons donc nous livrer à l'expérience que je viens d'expliquer à nos téléspectateurs et nous allons faire entrer dans un instant nos deux voyants, Juliette de la Forêt et Serge Deladet. Première chose, Maître Callot, puisque vous êtes assermenté, vous pouvez donc attester que Juliette de la Forêt et Serge Deladet n'ont rien entendu de ce qui vient d'être dit sur ce plateau. Tout à fait, ça leur était matériellement impossible. Et vous étiez avec eux? J'étais avec eux. Bon, alors maintenant, j'appelle Juliette de la Forêt et Serge Deladet qui vont nous rejoindre
pour nous livrer à cette expérience dont je vous ai parlé. Asseyez-vous Juliette, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Serge Deladet. Serge Deladet que les téléspectateurs de Mystère connaissent, bonsoir. Maître Callot, allez, on y va. Alors madame, je vais vous demander de choisir, au hasard, une des enveloppes. Juliette de la Forêt a pris une Monsieur également. enveloppe. C'est important, hein, de choisir son enveloppe soi-même, non? Oui, très. Bon. Juliette de la Forêt est donc en train d'essayer de voir, car il s'agit de voyance, de qui il s'agit. C'est une personne du show business. Oui. C'est une personne qui est brune. Hein. Ou qui est châtain. Maître Callot qui a numéroté les enveloppes. Oui, tout à fait. Donc de quoi vérifier. C'est quelqu'un de très charmant aussi. De très charmant, gentil. C'est quelqu'un qui a été mêlé au milieu du théâtre. Ou qui touche le milieu du théâtre. Oui. C'est un homme qui peut avoir dans les 40 ans, à 5 ans près. Oui, tout à fait, oui. À 5 ans près, 35-40 ans. Il a fait des pièces. Il a joué dans des pièces. Il a joué, effectivement, oui. Il a joué dans des pièces de théâtre et il fait du cinéma, mais plus rarement. Il a fait du cinéma, rarement. Il a joué Il est dans des ami pièces avec de théâtre. Francis Huster. Ça, je ne sais pas. Il aime chanter aussi. Ah oui. Il a tourné au Maroc ou un film, hein, au Maroc ou en Algérie. Je le vois tourner au Maroc ou en Algérie. Il a été mêlé au milieu pied noir. Je pense, oui. Je le vois avec le beau-frère du président, comme il s'appelle. Là, à l'étage, Le beau-frère du président, c'est Roger Hanna. Oui. Il est très ami avec lui aussi. C'est pas Roger Hanin, ça, que j'aime l'aimer? Ou quelqu'un qui est proche de Roger Hanin? Maître, ça n'est pas Roger Hanin. C'est à vous de décider quand on révèle l'identité de la Mais il est proche de Roger Hanin. Ah, ça, je ne peux pas vous le dire. Je n'en sais rien. Ouais. C'est un homme qui est pied noir. Il est... Oh, je sais, j'arrive pas à Vous avez dire. dit qu'il était chanteur. Il était chanteur et je sais, mais j'arrive pas à dire son nom. Ah, moi j'ai des idées là. Ah oui, mais moi je Ça me le brûle la langue, sais. Juliette. C'est Patrick. Oui. Patrick Bruel. Oui. C'est ça? Voilà. Oui, oui. Voilà. C'est ça? C'est ça. Formidable. Bravo Juliette. Bravo Juliette. Vous avez épuisé. Vous êtes très fatigué. Maître Callot, confirmation. Voici la photo. C'est Patrick Bruel. Bravo Juliette de la Forêt. Ça a l'air d'avoir été un effort intense pour vous, hein? Oui, parce que je suis rentrée dans l'enveloppe. Vous êtes rentré dans l'enveloppe? Ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Ça doit être très inconfortable. Tout à fait. Serge, à vous de jouer. Je ne sens pas le showbiz. C'est pas le showbiz. Je pense plutôt que c'est un domaine public, mais avec de la politique. Je sens un homme. Être sûr, non, mais une très forte personnalité en tout cas. Disons une femme avec une personnalité qui est très, très virile, sous une apparence de fragilité. C'est quelqu'un qui a été en contact ou qui fréquente souvent, c'est bizarre, mais je vois l'abbé Pierre. Je vois un béret basque. En tout cas, c'est quelqu'un de très médiatisé. Hein. Beaucoup de projecteurs, beaucoup de gens, beaucoup d'articles. C'est quelqu'un qu'on doit souvent voir.
Je vois également une tribune, comme l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui parle. Je pense que ça doit être plutôt un domaine de cinéma d'ailleurs. Maître Callot? Oui, vous avez raison. C'est quelqu'un qui touche la politique en tout cas. Donc c'est peut-être ça doit être un homme quand même. C'est quelqu'un qui a beaucoup de relations politiques en tout cas. Parce que je vois un drapeau tricolore et je vois le buste de Marianne. Donc c'est quelqu'un qui a pas mal de relations politiques. Peut-être, Maître Callot, pouvez-nous maintenant nous révéler quelle est la photo qui est à l'intérieur de cette enveloppe cachetée? Numéro 4, c'est numéro 4? Catherine Deneuve. Ah, alors, effectivement, elle a posé pour le buste Catherine de Deneuve, elle a fait le buste de Marianne qui est dans les mairies. Ben voilà. Maintenant que vous le savez, est-ce que ça correspond? Bien, sortons la photo. Elle a une personnalité. Que ce soit pas celle-là. Elle a une personnalité. Que Maître Callot soit trompé. Non, c'est Catherine Deneuve. Ça, je dois dire que Marianne, c'est pas mal, hein. Le buste de Marianne, Catherine Deneuve. Bien, maintenant, maître, nous allons passer à la deuxième étape de cette expérience. Alors, Maître Callot, vous donnez l'enveloppe qui nous intéresse plus particulièrement à Juliette de la Forêt et vous nous quittez pour un instant avec Serge Deladé et je vous rappellerai. Alors, Juliette, vous nous dites là tout ce que vous ressentez à propos du personnage qui est sur la photo à l'intérieur de cette enveloppe cachetée. Pour le moment, ça devrait être un homme, mais je reste sur mes réserves. Parce que je commence à peine. C'est une personne en tout cas qui a eu des gros problèmes. Oui. Oh là, des gros problèmes. Il y a eu une procédure sur lui, sur cette personne, il y a longtemps. Alors, Juliette, je peux vous dire que, 1, c'est un homme, vous ne vous êtes pas trompé. 2, de gros problèmes, oui. Procédure, oui. Il y a longtemps, oui. Il y a longtemps. Ben longtemps, il n'y a pas 100 ans, mais il y a longtemps. Peut-être 100 ans, oui. Mais il n'est pas français, ou alors c'est un homme qui est souvent parti à l'étranger. Il n'est pas français, et c'est vrai qu'il a beaucoup voyagé, hors de son pays. Hors de son pays. Qui n'est pas la France. Qui n'est pas la France? C'est un Américain. Ou alors il est allé souvent aux États-Unis. Exact. C'est bizarre, je vois, c'est peut-être rien à voir, c'est peut-être stupide, mais je vois une pendaison à côté de lui. Je vois comme une exécution autour de lui, et il a eu des gros problèmes de justice. Hein. Il a eu de gros problèmes de justice, ça c'est sûr. Il a été mêlé à une grosse affaire. Hein. Il a été mêlé à une très grosse affaire. De quelle façon y a-t-il été mêlé? Directement? Non. Indirectement, mais on y a mêlé. Mais il n'était pas tout seul à être mêlé à cette affaire, ils étaient deux. Il avait porté des moustaches, ce monsieur. Exact. Après ses ennuis de santé, il a boité souvent. Il a boité ou il avait une jambe en bois ou il avait un problème de jambe. Il a boité. Il a eu de gros ennuis de santé qui peut-être ont perturbé ce que les médecins appelleraient sa motricité. Sa motricité, tout à fait. Il était violent, caractériel. Pas méchant, mais caractériel. Ah oui. Violent. Violent, il se battait souvent, ou alors il prenait la mouche pour peu. Mais il était très bon. À la fois bon et violent.
bon et violent, c'est-à-dire qu'il était coléreux, il partait au quart de tour, comme on peut dire. Et puis, au fait, il était très très bon. Un homme en quelque sorte avec une... Ambigu. Ambigu avec une face cachée, quoi. Il a dû exécuter pas mal de gens, lui. Indirectement ou directement, il est là. Il est là. Ah ouais. Vous voyez un homme établi, honorable. Très honorable socialement. Justement trop. Ah bon. Justement trop honorable parce qu'on ne se méfie pas de lui. Est-ce qu'à votre avis, ça aurait pu être un grand assassin connu de l'histoire criminelle? Oui. Pour moi, oui. Oui? Oui. Vous le situez dans l'histoire il y a un peu plus d'un siècle? Ah ben oui. Ouais. Il a tué surtout des femmes. Hein. Ah! Ah oui. Il a tué, et je le vois maintenant, c'est le monsieur qui tuait toutes les femmes là, qui les faisait brûler là. Oui, mais c'est le monsieur qui tuait toutes les femmes là, c'est voilà, mais pour dire le nom... Le monsieur qui tuait toutes les femmes? Oui, oui. Il y a un peu plus d'un siècle? Il y a un peu plus d'un siècle, je dans sais quel son pays nom. proche de la France? En Angleterre. Hein. Oui. Voilà, et je le sais, et je sais le nom, mais je ne peux pas le dire. Hein. Jacques? Oui, mais je le sais, j'ai une troupe. Vous avez des problèmes avec les noms? Oui. C'était Jacques l'Éventreur. Voilà, mais je le voyais, mais je ne pouvais pas le dire. Hein. Bravo Juliette, restez là. Maître Callot et Serge Deladé, vous pouvez nous rejoindre. Juliette Delaforêt a terminé sa voyance avec un certain succès sur cette enveloppe cachetée. Vous pouvez donc remettre l'autre à Serge Deladé qui va maintenant se livrer sous votre contrôle et vous attester qu'il n'a rien entendu de ce qui s'était passé sur ce plateau, de ce que on était complètement isolés. Vous étiez complètement isolé. Ok. C'est un nom connu du monde entier. Ça, je le sais. Est-ce que vous ressentez un caractère, une personnalité Une personnalité a deux facettes. Le bien et le mal se côtoient. Ah. Ouais, le bien et le mal se côtoient. Le bien pour certains et le mal pour d'autres. C'est-à-dire que les opinions doivent diverger pour ce personnage. Un être divisé donc. Voilà, exactement. Ça peut représenter le bien pour certaines personnes, ça peut représenter le mal pour d'autres. Et vous le voyez vivre où et à quelle époque? En tout cas, c'est un personnage, pour moi, c'est un personnage historique. Et je vois dans un pays chaud. Je vois du sable. Je vois du soleil. Et je vois des étendues désertiques. Il a voyagé. Oui, il a voyagé. C'est quelqu'un qui a écrit, ou bien on a beaucoup écrit sur lui. Oui. C'est pas Jésus? Non. Et ça ressemble. Bigre. Ça ressemble parce que pour certains, ça a représenté Dieu. Ça a été un Dieu pour certaines personnes. C'est quelqu'un qui a été déifié d'une certaine manière. C'est comme si c'était quelqu'un qui avait créé une sorte d'idée qui persiste. Vous parliez, Serge, du bien et du mal. À votre avis, il œuvrait dans le bien ou dans le mal, ou les deux? Pour moi, c'est démoniaque. Je n'aime pas. Ah bon, alors si c'est démoniaque, ça ne peut pas être Jésus. C'est pas bon. C'est pas bon. Non, je dis que pour certains, ça a été une sorte de Dieu. Ça a été quelqu'un qui a représenté peut-être un idéal, une pensée, alors que pour d'autres, c'est quelqu'un... Je sais pas, mais je sens mal ce personnage. C'est quelqu'un qui me plaît pas. Mort ou vivant? Mort. Oui. Ça, j'en suis sûr. Oui. Hitler, peut-être. En tout cas, d'une certaine manière, ou Gengis Khan, Attila, un truc comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a laissé une très grande trace de son passage. Oui. Ça n'est pas Gengis Khan, ni Hitler, ni Attila, mais... C'est peut-être pas lui qui a réalisé son œuvre, mais certainement des gens se sont identifiés à lui pour essayer de faire ce que lui, justement, avait préparé. Ça pourrait être un assassin? Jacques l'Éventreur, même. Jacques l'Éventreur? Oui. C'est lui. Enfin, c'est lui. C'est lui. Non.
Arrêtons. Non, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que je parle avec vous et je vois un couteau avec du sang et je vois un corps de femme coupé en morceaux par terre. Mais tout d'un coup, là, qu'est-ce qui s'est passé là dans votre voyance? Parce que vous étiez parti sur une piste, puis paf, vous êtes revenu. Bon. Bon, c'est Jacques Léventreur ou pas? On ne sait pas. Je vais tout vous dire. La photo qui est à l'intérieur de cette enveloppe, c'est la photo d'un dénommé James Maybrick, négociant en coton à Liverpool, décédé en 89, peu de temps d'ailleurs après le dernier assassinat de Jack Léventreur. Pour moi, c'est lui. On a retrouvé récemment en Angleterre un journal intime de James Maybrick qui laisse à penser, beaucoup d'indices, que James Maybrick était Jack Léventreur. Alors, dernière question que je vous pose à tous les deux maintenant. Juliette d'abord. Est-ce qu'à votre avis, James Maybrick était Jack Léventreur? Tout à fait, absolument. Et pour vous, Serge? Pour moi, non. Un assassin, une crapule. Oui, mais... Quelqu'un qui s'est inspiré de Jacques Léventreur peut-être vers la même période, qui a voulu d'une certaine manière jouer les plagiats. Jacques Léventreur, non. La voyance n'est pas un élément à apporter à un dossier de justice, soit-il posthume. Mais enfin, vous avez contribué à enrichir le débat que nous venons d'avoir sur ce journal intime de Jack Léventreur. Merci Serge Deladé, merci Juliette Delaforêt, et merci à vous, maître, qui avez garanti l'authenticité de cette expérience. Bonsoir. De toutes les apparitions de la Sainte Vierge, il y en a eu des centaines et des centaines, voire des milliers partout dans le monde. Celle de Fatima en 1917, quand la Vierge est apparue à plusieurs reprises à 3 petits bergers portugais. Ces apparitions sont incontestablement celles qui ont eu le plus grand retentissement dans le monde, mais ce sont aussi et surtout des apparitions dont on n'a pas fini de parler. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Tous les ans, le 13 mai et le 13 octobre, des centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier convergent vers Fatima, une petite bourgade du Portugal, pour célébrer le culte de la Sainte Vierge. Fatima, un nom venu de la nuit des temps, qui pour les athées et les croyants est synonyme de secret. Fatima, un lieu de foi qui en termes de popularité est aujourd'hui l'égal de Lourdes. Le 13 mai 1991, le pape Jean-Paul II fait son 2e pèlerinage à Fatima. Il est particulièrement attaché à ce lieu car il affirme que c'est la Vierge qui l'a sauvé lors de son attentat en 1981. Jean-Paul II dit, lorsque j'ai pris conscience après mon attentat, mon cœur s'est adressé immédiatement à ce lieu saint pour déposer dans les mains de la mère mon action de grâce pour m'avoir sauvé. Et j'ai vu dans cette coïncidence de mon attentat avec le 13 mai un appel et peut-être un avertissement à prêter attention au message qui est parti d'ici. En 1917, Fatima n'est qu'un hameau perdu dans la garrigue infertile d'Estrémadure au centre du Portugal. Ici, la vie est rude. Lucia, 12 ans, et ses 2 petits cousins, Jacinta, 11 ans, et Francesco, 9 ans, n'ont jamais fréquenté l'école. Du monde, ils ne connaissent que les histoires que l'on raconte à la veillée et les sermons du prêtre le dimanche à l'église. Tous les jours, hiver comme été, ils emmènent paître leurs troupeaux de brebis dans un petit vallon connu dans la région sous le nom de Cova da Iria. Le temps s'écoule paisiblement, ponctué par le rythme immuable des saisons. Ils ne le savent pas encore, mais en ce 13 mai 1917, ils ont rendez-vous avec le merveilleux. Une rencontre qui va changer la vie de millions d'hommes et de femmes à travers le monde. Mais pour l'instant, il faut songer à se mettre à l'abri de l'orage qui menace. Les 3 enfants n'en croient pas leurs yeux. Ils n'ont jamais vu de dame aussi belle et aussi bien habillée. Approchez, n'ayez pas peur. Lucia, la plus courageuse, s'avance vers l'apparition et demande à la dame d'où elle vient. Je viens du ciel. La petite fille est émerveillée. Elle interroge la dame. Que veut-elle? Je suis venue vous demander de venir ici, le 13 de chaque mois, pendant 6 mois.
Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Acceptez-vous de dédier vos vies à Dieu et de supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer pour aider à la conversion des pécheurs? Pour les enfants, il n'y a plus aucun doute possible. Cette dame est la même que la statue devant laquelle ils se prosternent tous les dimanches à l'église. La même à laquelle ils adressent tous les matins et tous les soirs leurs naïves prières d'enfants. Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix dans le monde. Lucia et Jacinta sont transportés de joie. Notre-Dame est descendue du ciel pour les voir, pour leur parler. Mais Francesco, lui, ne partage pas leur allégresse. Tout comme les deux petites filles, il a bien vu la Sainte Vierge, mais il n'a pas pu entendre ce qu'elle disait. Le petit garçon pense que c'est peut-être parce qu'il n'a pas récité toutes ses prières. Lucia le rassure, elle va tout lui raconter. Vous savez, les enfants, ils ne distinguent pas le jeu de la réalité, ils commencent par jouer, et puis après, leur jouet, leur ours, n'importe quoi, devient un vrai personnage, et ils confondent facilement le jeu et le réel. Il y a donc une possibilité très concrète pour que des enfants, par exemple, voient un personnage, une dame, les uns l'ont vu avec des boucles d'oreilles, l'autre a dit qu'on ne voyait pas les boucles d'oreilles parce qu'elle avait un voile. Bon, il y a des contradictions évidentes. La Sainte Vierge a demandé aux enfants de garder le silence sur ce qui venait de se passer. Mais Lucia est inquiète. Sa petite cousine pourra-t-elle tenir sa langue? En effet, l'enfant va parler. La nouvelle se répand rapidement. Tous les 13 du mois, pèlerins et curieux, toujours plus nombreux, accompagnent les enfants au rendez-vous fixé par la Vierge. À chaque fois, les enfants et les croyants venus de toute la région s'agenouillent devant le petit chêne vert où Marie apparaît. L'apparition est précédée d'un éclair et d'un coup de tonnerre que tous peuvent entendre. Pourtant, beaucoup de gens doutent encore. Mais Lucia demande à la Vierge de faire un miracle visible par tous pour que tous puissent croire. Continuez de venir ici tous les mois. En octobre, je dirai qui je suis et je ferai un miracle afin que tous puissent croire. Cependant, à chacune de ces apparitions, la Vierge ne manque pas de signaler son passage par certains phénomènes visibles que des témoins ont rapportés. Il y a des éléments constatables scientifiquement. On a vu des fumées, on a vu l'éclair qui précédait toujours et le coup de tonnerre alors qu'il n'y avait pas d'orage. Tout ça, ça a été vu et entendu. Et puis, d'autre part, que les enfants n'aient jamais et toujours résisté, parce qu'on voulait, ils ont été soumis à des persécutions énormes, on voulait leur faire avouer qu'ils avaient menti. Eh bien, jamais ils n'ont calé. Mais des enfants si jeunes, il faut reconnaître qu'ils avaient vu quelque chose pour ne pas céder. La nouvelle se répand dans tout le pays. À Fatima, la Vierge parle à 3 petits bergers. Bien sûr, les sceptiques sont nombreux, mais plus nombreux encore sont ceux qui ne pensent qu'à une chose. Que peut bien dire la Vierge aux enfants? Les temps sont troublés, la Première Guerre mondiale fait rage. Loin de chez eux, des hommes meurent au combat. La Vierge en a-t-elle parlé? A-t-elle dit quelque chose? Les enfants se taisent. Un secret est un secret. Ce jour-là, le 13 juillet, la Vierge est venue à nouveau. Les enfants n'ont pas tout bien compris, mais Lucia sait qu'elle a dit des choses importantes. Elle s'applique à tout répéter à Francesco. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu sous le règne de Pie XI, une autre guerre commencera. Quand vous verrez une nuit éclairée d'une grande lumière inconnue, ce sera le signe que Dieu va punir le monde de ses crimes contre l'Église. Cet avertissement de Dieu est-il venu sous la forme d'une aurore boréale? Celle de 1938 fut particulièrement spectaculaire. Ce qui avait d'étonnant, c'est que cette aurore boréale a duré quasiment toute la nuit et effectivement était tellement importante que ça a embrasé quasiment tout l'hémisphère nord et que c'était vraiment visible jusqu'en Afrique du Nord. Il y a bien eu observation par des astronomes. Flammarion, annales d'astronomie, décrit, photographie le phénomène. Donc de ce côté-là, il y a, scientifiquement parlant, il y a bel et bien eu aurore boréale. Alors, l'interprétation qu'ils pourront donner après, ça, c'est autre chose. Toutes les interprétations sont peut-être bonnes. La mienne, c'est que
cette idée d'une lumière qui éclaire et qui est une idée inquiétante de toute manière, qui est liée à une prédiction à propos de la guerre de toute manière, pour moi ce sont les villes qui brûlent. Parce que en 1939 c'est Varsovie qui va brûler, en 1940 c'est Londres, en 1942 c'est Hambourg, en 1945 ce sera Dresde, et je crois que c'est ça que la Vierge nous a donné comme avertissement, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette lueur terrible et terrifiante qui monte du sol et qui monte de la folie des hommes. Les prédictions de Lucia à propos de la Deuxième Guerre mondiale ont été publiées en 1942. C'est très facile, et ça s'est vu tout au long de l'histoire, de fabriquer une prophétie simplement en l'antidatant, alors que l'événement prédit a déjà eu lieu. Elles n'ont été révélées au monde qu'en 1942, mais elles avaient déjà été révélées par Lucie de Fatima, une des trois voyantes. Elles avaient déjà été révélées à son évêque, à ses confesseurs et à la supérieure de l'ordre religieux où elle se trouvait, où elle était entrée ensuite. Donc, déjà là, elle en avait fait part en leur demandant de ne pas le répandre puisque la Vierge ne le voulait pas. Elle l'avait écrit, tout cela était sur papier. Les pressions et persécutions en tout genre se multiplient contre les enfants. Depuis 3 ans, le pouvoir est aux mains des partis anticléricaux. Les apparitions de la Vierge à Fatima et l'engouement qu'elle suscite n'arrangent pas du tout la Nouvelle République. Et puis, il y a le secret que tout le monde aimerait connaître. Le 13 août, les 3 petits sont kidnappés par l'administrateur du canton. Ils sont emprisonnés à la forteresse de Ourem et sont menacés de mort. Mais les enfants refusent de se dédire et gardent le secret que la Vierge leur a confié. 2 jours plus tard, ils sont libérés. Au moment de ces apparitions, c'était la Première Guerre mondiale et il y avait au Portugal un régime républicain assez anticlérical. Et le clergé avait besoin de rassembler du monde pour venir à bout de ce régime. Et effectivement, à ce régime a succédé assez rapidement, c'est-à-dire vers 1921-22, la dictature très cléricale de Salazar. C'est pour consolider une position de l'Église que les apparitions se manifestent. La Sainte Vierge l'a promis. Le 13 octobre, à la Cova d'Airia, elle fera un miracle que tous pourront voir. Les pèlerins et les curieux sont venus par dizaines de milliers. Comme à chaque fois, l'apparition est précédée d'un éclair. Comme les fois précédentes, Lucie s'adresse à la Vierge et lui demande « Que voulez-vous de moi ?» Je ne te demanderai plus rien. Soudain, Lucia pousse un cri. Le soleil, regardez le soleil. Tous lèvent les yeux au ciel. Le soleil a dansé, tous l'ont vu. Par 3 fois, l'astre du jour s'est mis à tourner comme une roue de feu. Puis, devenant rouge sang, il apparut se détacher du ciel, tombant sur la foule pétrifiée. Tous, croyants et athées, ont cru leur dernière heure arriver. Le phénomène d'hallucination collective n'existe pas, au sens propre du terme. De 2 choses l'une, où le soleil est réellement tombé ce jour-là, et c'est une réalité qui ne m'appartient pas, ou bien il y a un phénomène qui est explicable médicalement, qui est l'hallucination. Le problème, c'est que l'hallucination est un phénomène individuel. Il faudrait donc supposer qu'un des bergers a réellement perçu cette image, ce qui est tout à fait médicalement explicable et possible. Cette perception, cette hallucination, a pu donner à cet enfant une conviction terriblement forte. Et devant 50 000 personnes qui sont là, en fait, pour attendre quelque chose du ciel, arriver à créer un phénomène hypnotique suffisant pour qu'effectivement cette vérité révélée, ou cette image révélée, devienne une image commune à l'ensemble de cette population qui est devant eux. Il n'y avait pas, si vous voulez, une atmosphère de foi, de réunion de foi qui aurait pu motiver, qui aurait pu expliquer une suggestion, une autosuggestion, une collective, si vous voulez, une suggestion collective. Non, je crois que là, les gens étaient séparés, il y avait donc des gens à des kilomètres de là, et tous ont vu exactement la même chose. C'est ça qui est troublant.
Au fil des ans, les paroles de la Vierge seront révélées au grand public. Elle avait prédit que 2 des enfants la rejoindraient au ciel bientôt et que seule Lucia resterait. En effet, 2 ans plus tard, en 1919, Jacinta et Francesco tombent victimes d'une terrible épidémie de grippe. Lucia est devenue religieuse. Elle vit toujours et a assisté au pèlerinage du pape Jean-Paul II en 1991. Elle a communiqué au Saint-Siège une ultime prédiction de la Vierge. Cette prédiction est restée secrète. Seules 2 personnes au monde en connaissent la teneur, Sœur Lucia et le Saint-Père. Quand le Saint-Père Jean-Paul II a rendu visite en prison à celui qui avait voulu le tuer, le Saint-Père lui a pardonné. Le criminel a demandé au pape, « Pourquoi n'êtes-vous pas mort? Pourquoi n'êtes-vous pas mort ?» Tout était tellement bien organisé. Je n'arrive pas à m'expliquer la raison pour laquelle vous n'êtes pas mort. Et le pape aurait répondu, « Vous avez choisi le mauvais jour. » Cet attentat a eu lieu le 13 mai 1981, jour anniversaire de la première apparition de la Vierge. Pour le Saint-Père, ce n'est pas une coïncidence, et il a fait don à la Vierge de la balle qui a failli lui coûter la vie. Nul ne sait s'il révélera un jour le 3e secret de Fatima. Le 3e secret alors de Fatima, c'est quand même lancinant cette affaire. Marc Dem a une hypothèse très très bien étayée, mais vous, Daniel Costel, qui avez consacré un livre à Fatima, aux apparitions de la Vierge, vous n'avez pas une hypothèse sur ce 3e secret? Eh bien si. Cette 3e prédiction tenue secrète par les papes. Il peut y avoir une prédiction, inquiétante. Ce que je crois important, c'est qu'il y ait un secret. C'est que l'Église catholique, c'est que le catholicisme puisse encore intéresser, puisse encore passionner, qu'il puisse y avoir un secret qui puisse encore nous intéresser. Marc Dem, lui, il a une explication, je dirais presque politique. Qui est politique en grande partie, qui n'est pas que politique, qui est très religieuse, oui, qui est très religieuse qui aussi. Concerne, disons, la politique intérieure à l'Église catholique, quoi. C'est cela. Pour moi, il y a un secret, et quand il y a un secret, j'essaie de le savoir. Ouais. J'essaie de le savoir, et comme je n'ai pas la possibilité d'aller me glisser au Vatican, dans la pièce où cette enveloppe se trouverait, ni de la décacheter, alors j'ai fait des analyses, et j'ai procédé comme dans un roman policier, j'ai procédé en cherchant ce qui pouvait bien être écrit sur la feuille que Lucie a remise à son évêque. Et que Rome ne veut pas révéler. La Sainte Vierge a dit que ce secret devait être divulgué au plus tard en 1960. Ouais. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60 ? Il s'est passé quelque chose de profondément important dans l'Église. Dans les années 60, c'est-à-dire de 62 à 65, il y a eu un concile. Et ce concile, il ne faut pas... on est bien obligé aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, on est bien obligé de dire et de reconnaître qu'il a été désastreux pour l'Église. Le concile a quand même eu des effets pervers immédiats. Quand 40 000 prêtres ont quitté la soutane pour aller se marier, c'était juste après le concile. Alors, eh bien, ça ne s'est pas fait tout seul. Gérard de Sède. Il y a une 3e hypothèse. Oui. Pourquoi les papes n'ont pas révélé ce secret? Parce que son contenu était positivement ridicule. Oui, mais ça n'était rien. Attendez une seconde, hein, je vous ai laissé parler. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Lucia en question, elle a souvent dit des choses extraordinaires. Parce que, par exemple, nous avons vu ce qui s'était passé au moment de la dernière apparition, celle de la fameuse danse du soleil, n'est-ce pas? Ce jour-là, elle dit que la dame lui annonce « la guerre finit aujourd'hui ». Dès qu'il a fait norme, on est en 17, on est en octobre 17, elle finira en novembre 18. Bon, maintenant venons-en à la danse du soleil, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle à Fatima. D'accord, allez-y. Bon, bien que l'Église ait condamné Galilée, c'est tout de même la Terre qui tourne autour du soleil. Alors si le soleil avait la fantaisie de danser, il n'y aurait personne pour le raconter, pour la bonne raison que la Terre serait sortie de son orbite et s'abîmerait dans l'espace comme n'importe quel aérolite. Il y a eu 70 000 personnes pour le constater, pour le voir. Oui, monsieur, il y a eu 60 d'abord, premièrement, il n'y en a pas eu tout à fait 70 000, deuxièmement, tout le monde n'a pas vu ça. Mais je vous répondrai ceci, c'est qu'en 1979, au moment de la chute du Shah d'Iran, il y a 100 000 personnes à Téhéran qui ont vu le visage de Khomeini dans la Lune. Des centaines de milliers d'Iraniens
pouvant avoir une hallucination de ce genre, ça peut se comprendre. Tandis que dans l'histoire de Fatima, ce sont des gens qui, d'abord, ne sont pas forcément prêts à croire. Par exemple, il y a des journalistes qui sont très républicains, qui sont très anticléricaux, etc., qui ont vu comme les autres. Il y a des gens qui sont pas là non plus. Et puis il pleut, et puis les gens sont pas contents, et puis tout ça, ça se passe pas dans une grande atmosphère d'excitation collective. C'est pas du tout ça. Non, il se passe un phénomène qui est effectivement un phénomène complètement inexpliqué. Bon, le moment est venu maintenant de nous séparer. Je vous remercie beaucoup, Daniel Costel. Merci. Pour les images aussi, Marc Dem et Gérard de Sède. Merci, messieurs. Merci à vous. Bonsoir Marielle. Bonsoir Alexandre. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans Mystère, comme d'habitude? Le journal. Le journal de Mystère avec Marielle Fournier. Et avec une très belle histoire, l'histoire de l'étoile de Noël qui a conduit les rois mages jusqu'à Bethléem, où venait de naître Jésus-Christ. Eh bien cette étoile a-t-elle vraiment existé? Ou bien est-elle la création littéraire de saint Matthieu dans les évangiles, ou un miracle, ou peut-être mieux encore, le fruit d'un phénomène scientifique, d'un phénomène astronomique tout à fait exceptionnel. Si c'était le cas, les rois mages auraient été des astronomes et Jésus serait né 7 ans plus tôt. L'étoile de Noël, une enquête remarquable réalisée par la Cité des sciences et de l'industrie. La date exacte de la naissance du Christ reste un mystère. On sait que pendant le règne d'Hérode, dont le palais se trouvait à Jérusalem, Joseph, un jeune charpentier, était fiancé à Marie. On sait que Marie attendait un enfant qui, d'après les évangiles, n'était pas le fils de Joseph, mais le fils de Dieu. Alors, Marie et Joseph durent se rendre à Bethléem pour un recensement ordonné par César Auguste. Et l'enfant naquit à Bethléem. Les évangiles disent que lorsque l'enfant naquit, des mages d'Orient furent prévenus par une étoile qui les guida jusqu'à Bethléem pour qu'ils rendent hommage à l'enfant et lui portent des présents. En réalité, ces mages étaient des astrologues. À l'époque, le ciel était pur. Ni la lumière des villes, ni la pollution ne gênaient leur observation. Et les mages de l'Orient regardaient les étoiles. Ils ont effectivement vu quelque chose dans le ciel qui leur annonçait qu'un événement important était en train de se produire. Mais qu'ont-ils vu exactement ? Personne ne le sait. Cette étoile, que l'on nomme tour à tour étoile du berger ou étoile de Noël, qu'était-elle réellement? Les astronomes, les scientifiques et les historiens qui ont étudié la question sont partagés. Pourtant, d'après eux et d'après les dates, ce phénomène lumineux a vraiment existé. Et les astrologues babyloniens que les évangiles nomment rois mages ont certainement vu un phénomène astronomique exceptionnel. Les astronomes retiennent 3 possibilités. Ce phénomène pourrait être une comète, ces sortes de grosses boules de magma sale qui se promènent dans l'espace et qui, en se rapprochant du Soleil, se transforment en effervescence, laissant derrière elles cette traînée caractéristique. Cela pourrait être aussi une nova, c'est-à-dire une étoile en explosion qui atteint alors une intensité telle que l'on peut la voir jour et nuit pendant plusieurs jours. Mais les scientifiques sont surtout attirés par une 3e hypothèse, celle de la conjonction de 2 planètes. Il s'agit du phénomène planétaire le plus rare qui consiste à avoir sur une même ligne la Terre, le Soleil et 2 planètes qui, en reflétant le Soleil, donnent à elles deux un éclat aussi brillant et persistant que l'était l'étoile de Noël. En faisant des calculs très savants et en se replongeant dans l'astrologie chinoise qui est extrêmement précise, on trouve pendant le règne d'Hérode 2 passages de comètes qui ont été vus de la Terre, plusieurs novas ou explosions d'étoiles, et enfin, mais en l'an 7 avant Jésus-Christ, la conjonction de 2 planètes, Jupiter et Saturne, une conjonction exceptionnelle car dans la constellation des Poissons, ce qui était le cas, le phénomène ne se produit qu'une fois tous les 800 ans. Les scientifiques penchent plutôt pour cette solution, mais cela signifierait alors que Jésus est né 7 ans plus tôt que prévu. Serions-nous donc en l'an 2000 ? C'était l'histoire formidable de l'étoile de Noël dont vous pouvez vous procurer la vidéo auprès de la Cité des sciences et de l'industrie. Alors en juillet prochain, ce ne sera pas l'étoile de Noël, mais un phénomène astronomique encore exceptionnel,
la collision de Jupiter avec une comète. Alors là, les astronomes du monde entier attendent ça, une comète en plus formée de plusieurs noyaux, un petit peu comme un collier de perles, d'une 40aine de kilomètres carrés et arrivant à la vitesse de 60 km par seconde. Alors au moment de la collision, l'explosion va dégager 1 milliard de mégatonnes, c'est l'équivalent de 200 millions de bombes atomiques, 200 millions de fois Hiroshima. Alors la collision va se passer sur la face cachée de Jupiter, mais sur Terre, au-dessus de nos têtes, on devrait apercevoir de grands éclairs, des flashs reflétés par les satellites de Jupiter. Quant au résultat même de cette explosion, eh bien, il devrait nous parvenir grâce à la sonde Galileo, qui elle sera aux premières loges. Savez-vous que l'on peut avoir de la nicotine dans le sang sans pour autant être un fumeur? Comment? Bon, d'abord, en respirant la cigarette du voisin. Vous savez que si vous respirez de l'air pollué, vous allez en subir les conséquences. Mais aussi en mangeant certains légumes et notamment de l'aubergine. Et oui, de l'aubergine. 10 grammes d'aubergine, c'est pourtant pas lourd. Ça équivaut à rester 3 heures dans une chambre enfumée. Mais rassurez-vous, si vous avez l'habitude de manger de l'aubergine, rien ne prouve qu'elle puisse donner le cancer. Et puis la nicotine est certes toxique, mais rien à voir non plus avec le goudron ou les autres combustibles du tabac. Bonsoir. Bien, ce numéro de Mystère est pratiquement terminé. C'était d'ailleurs le dernier numéro de l'année 93. On se retrouvera l'année prochaine, à la mi-janvier. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous signale que pour ce prochain numéro de Mystère, le premier donc de l'année 94, j'aurai avec moi tous ceux, toutes celles dont c'est le métier de prévoir l'avenir et qui vous diront de quoi exactement sera faite cette année 94. Alors, je vous souhaite en attendant d'excellentes fêtes de fin d'année, une très bonne année 94. Et puis, avant que vous partiez, restez encore là quelques secondes. Je vous rappelle les adresses essentielles. Si vous avez des histoires extraordinaires à nous rapporter, boîte postale 2008 ou 2008, c'est plus facile comme ça, 92 518 Boulogne-Cedex. Et puis si vous voulez venir assister à l'émission Mystère, eh bien 3615, code TF1. Bonsoir et encore une fois bonne année, merci. À la découverte de la Chine. Il n'avait pas besoin de venir à 10 pour nous gâcher la soirée, les chipsters. Un seul suffisait. Non mais regarde-le. Tu as vu cette tête de bacon? Et celle-là, avec cette tête au carré. Enfin, tant qu'ils ne chantent pas... Les chipsters, pour tous les crackers, les chipsters, oui, chipsters, Melun, crackers, Melun. Pour les réconcilier, on n'a qu'à les manger. La meilleure sélection des pistes de danse. Le Hit des clubs. Le Hit des clubs. Les vrais numéros.
une bonne soupe, choisissez les plus beaux légumes selon la saison. Tomates, belles pommes de terre, carottes bien fermes, tendres navets. Épluchez-les et coupez-les en petits morceaux. Faites cuire à feu doux pas trop longtemps pour garder tous leurs bienfaits. Passez-les soigneusement. Pure soupe de liebig. Liebig, on sait pourquoi c'est bon. Pour ne pas être seul à gagner, Citroën organise les 10 jours gagnants, avec un crédit et des prix exceptionnels sur des Xantia, ZX et AX. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Pour Noël, Maison du Café vous offre un paquet de l'or qui vous sera remboursé intégralement. Faites-le découvrir à vos invités, mais ne leur dites jamais que l'or est le meilleur café du monde. C'est à chacun de décider. L'or de Maison du Café, puisqu'on vous demande de le faire comparer, on vous l'offre. Nouveau train à pile, Duplo. L'imagination grandissante. La mode. Depuis 20 ans, les coiffeurs de Motzer Paris créent les têtes de la mode. Aujourd'hui, Motzer lance la mousse volumisante aux microparticules. Elle crée et fixe le volume. Les cheveux gardent un mouvement plus naturel. Mousse volumisante Motzer, vous êtes à la tête de la mode. Madame, le déjeuner de dimanche est dans 2 jours. C'est important le dessert. Nous, Brossard, nous vous proposons de comparer votre dessert habituel avec celui de notre pâtissier. Le plaisir aux noix, par exemple. C'est une recette le nôtre. Réfléchissez. Réfléchissez. Brossard, offrez un pâtissier à votre congélateur. L'eau de parfum par Claude Montana. Et maintenant, mesdames, messieurs, eh bien, bienvenue à la princesse Marie-Charlotte de Floudenberg. Vous avez fait une erreur tout à l'heure, c'est pas Floudenberg, c'est Floukenberg avec un Q. Plus délirante que jamais, les grosses têtes de Philippe Bouvard reviennent. Avec Pierre Bellemare, Jacques Pradel, Léon Zitrone et beaucoup d'autres. Ah, de l'histoire. Avec le concours de Téléstar. Philippe Bouvard présente les grosses têtes, samedi 20h45 sur TF1. Samedi, Hollywood Night. Que dirais-tu si on rentrait à la maison? Ils avaient tout pour être heureux, jusqu'au jour où... Je ne sais pas qui vous êtes. On s'est rencontrés à la faculté. On est tombés amoureux. On s'est mariés et depuis on vit dans notre... Où est ma femme? Allô? Bientôt vous vous retrouverez sans famille. Bientôt, vous n'aurez plus rien. Où étiez-vous à 19h? Je n'ai jamais tué personne, c'est sûrement cette Connie. Et je ne sais pas qui elle est, ni où elle est, mais vous feriez mieux de la trouver. La vengeance faite femme dans Hollywood Night, samedi 22h40 sur TF1. Bienvenue. Bienvenue dans un monde où vivent en harmonie l'homme, la nature, le progrès. Bienvenue dans le monde d'Ushuaïa, Ron Poulenc.